Bonjour, je me présente, je m'appelle Yves Couvreur. Je suis médecin retraité et je vais vous proposer une série d'émissions, plus exactement de témoignages. Et sous une formule de témoignages les uns après les autres, en conversation libre ou légèrement dirigée. Et de quoi s'agit-il? Dans un passé très récent, j'ai découvert une catégorie de patients, entre guillemets, dont j'ignorais l'existence. Ce monsieur occupait de traiter beaucoup de Covid aigu, de Covid chronique et même de patients victimes d'accidents vaccinaux. Mais dans la foulée, j'ai découvert une toute autre catégorie de patients qui, eux, sont de pures et simples victimes et on ne peut les appeler autrement que des Kobe. Alors, pourquoi sont-ce des Kobe? Ce sont des personnes qui sont victimes d'attaques électromagnétiques, ou encore nommées attaques à énergie dirigée. Ces patients, ces victimes, sont dans un état de désarroi très important, d'abord parce qu'elles souffrent beaucoup de ces attaques, dont on parlera dans les émissions suivantes, mais aussi elles souffrent parce qu'on a organisé tout autour d'elles ce qu'on appelle un harcèlement en groupe, histoire de les décrédibiliser complètement, que leurs paroles ne soient pas entendues. C'est la première phase de ce type d'attaque. Ces attaques sont réalisées dans cette première phase par des groupes qui appartiennent à de petites mafias, de petites frappes, qui elles-mêmes sont encadrées par un certain nombre de flics, plus ou moins marrons, plus ou moins corrompus, plus ou moins tenus, et également un certain nombre, hélas, de magistrats au courant du caractère cobé de ces patients, et un certain nombre, hélas, de médecins, dont des psychiatres, qui sont également au courant de ce genre de patients, ce qui fait que quand ils commencent à être victimes de ce harcèlement en bande, ce gang stalking en anglais, ils se retrouvent très vite dans les services de psychiatrie et ils ont vite compris qu'ils ne pouvaient rien attendre de la police, rien attendre de la magistrature, rien attendre peut-être même de la médecine. Dans une deuxième phase, ces patients qui sont ainsi cloisonnés dans une véritable cage sont victimes d'attaques, lesquelles attaques d'un caractère purement violent, de torture, ou des caractéristiques d'expérimentation tout à fait claires, ils vous en parleront. Pourquoi ces expérimentations? Parce qu'aujourd'hui, la guerre s'est transposée de l'atome au cerveau. Et comme je le disais à un ami militaire en retraite, quand tu dois tester du matériel, si tu veux tester une bombe sur un bunker, tu prends comme cible un bunker. Mais quand ta cible est un cerveau, tu prends un cerveau comme cible et surtout tu ne vas pas lui demander s'il est d'accord. On reviendra sur les buts et le caractère cobé de tout cela au fur et à mesure des interviews. Les moyens mis en œuvre, qu'ils soient de type social ou de type financier, sont absolument énormes. J'insiste sur le fait que ces attaques ne peuvent se produire dans un pays qu'avec la complicité plus ou moins active des autorités de ce pays. Quels en sont les vrais maîtres d'œuvre? Bon, dans la zone Belgique par exemple, il est tout à fait évident que le maître d'œuvre final c'est l'OTAN, ou plus exactement à l'intérieur de l'OTAN, lui-même corrompu par ce qu'on appelle le Deep State, l'État profond. Je voudrais aussi insister, je l'avais dit, sur le fait que j'ai traité les Covid, j'ai vu les patients vaccinés, évidemment, et je sais aussi que dans les vaccins, il y a l'ARN, mais il y a bien d'autres choses. Il n'est pas le propos d'en discuter ici, simplement d'évoquer la présence quand même de graphène, de nanorobots,
quoique ce soit démenti évidemment par nos fact-checkers habituels, mais quand on demande à pouvoir examiner ce qu'il y a dans ces fioles, on a droit à un refus. J'ai moi-même d'ailleurs des documents tout à fait officiels de Cienzano m'interdisant de savoir ce qu'il y avait dans les fioles que j'étais chargé d'injecter. Dans une interview qui a été semi-censurée sur Radio Courtoisie avec Jacques Bauer et Anne-Marie Im, nous avons tous les trois évoqué le continuum qu'il y a entre le Covid, qui est une arme évidemment bactériologique qui a été faite en laboratoire, le Vax, pas appeler ça un vaccin, le Vax avec son ARN, mais aussi tout ce qu'il y a derrière, le graphène, et derrière la propagation de la 5G qui n'a d'intérêt que pour les objets connectés, et évidemment, entre les patients graphénés massivement grâce aux injections et la 5G, chacun voit bien la liaison entre objets connectés, et il ne faut pas oublier que les objets connectés peuvent être déconnectés ou manipulés à distance. Ça, là aussi, ça fera l'objet de discussions avec les patients. J'aimerais inviter l'auditeur, le spectateur, à bien songer à ceci. Ce qui va être dit est probablement difficile à entendre, probablement même impensable, inconcevable au sens étymologique du terme, mais c'est la réalité. Et cette réalité a un caractère aujourd'hui expérimental, comme nous le verrons, mais il n'échappera à personne que cette expérimentation a pour but d'être développée de manière massive à l'échelle d'une société, sinon elle n'aurait pas lieu d'être. On ne va pas me faire croire que l'invention de la dynamite s'était destinée uniquement à faire des pétards de 14 juillet. Eh bien, ces malheureux sont également là pour une expérience limitée, mais qui nous concerne tous et nous concernera tous. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, si on ne peut ou ne veut entendre, si on ne peut ou veut croire ces patients, que l'on sache bien aujourd'hui qu'on a devant les yeux la réalité, qu'il est possible de ne pas la voir, mais quand elle s'imposera à ceux qui n'auront pas vu la voir, ils ne pourront pas se plaindre. Alors que pouvons-nous faire? Peu de choses face à la technologie qui nous est opposée, face à cette organisation sociale, mafieuse, militaire, les barbouzes en tout genre, et surtout une masse financière énorme, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Mais il est évident que les gens auxquels nous nous affrontons sont des gens dangereux. J'en ai d'ailleurs moi-même fait l'expérience, en dehors d'être... je ne suis pas un Kobe, mais je suis menacé, oui, effectivement. Ça ne m'empêche pas, comme on le constate, d'ouvrir mon bec. Mais, que pouvons-nous faire donc? Il faut d'abord entendre, croire, questionner, et que surtout d'autres victimes viennent à nous et viennent témoigner. Nous allons essayer, avec les petits moyens que nous avons, de faire quelques vidéos pour essayer d'expliquer, peut-être de les placer sur diverses plateformes, la censure étant là, peut-être dans un second temps d'édifier un site web. Voilà ce que nous comptons faire, puisque les gens d'en face veulent surtout nous faire taire et que tout ça ne se sache pas. La seule arme à notre disposition, c'est de rendre public ce qu'ils veulent cacher. Et vous, spectateurs, que pouvez-vous faire? Eh bien, vous pouvez nous aider. D'abord, écouter, croire ou ne pas croire, questionner, venir vers nous. L'aide financière pourrait venir dans un deuxième temps, mais elle ne sera que très ponctuelle et très dirigée. Il n'y aura pas d'argent qui circulera dans cette association, je pense. Il y aura chaque fois un crowdfunding pour telle ou telle opération. Et ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est que cela se sache, cela soit cru, et que la parole des malheureuses victimes soit entendue. Elles le méritent, elles doivent être écoutées. Si elles ne le sont pas, le spectateur que vous êtes en tirera un jour les conséquences pour lui-même. Bonjour à tous. Comme convenu, voici la première interview
d'une série consacrée aux victimes d'attaques électromagnétiques et plus précisément d'attaques de victimes en Belgique, et dans un univers francophone, ce qui est quand même assez rare. Alors nous recevons aujourd'hui la première de ces victimes, Philippe, qui va nous expliquer sa vie, comment il vit ce dont il est victime, puisqu'il est le Kobe d'une expérience. Et je vais commencer par lui poser la question, est-ce que vous pourriez nous dire dans quel environnement vous vivez et à partir de quand vous avez ressenti des choses, disons, bizarres? Bonjour, donc moi je vis dans un appartement à maison mitoyenne, je vis seul et j'ai commencé à ressentir des choses étranges à partir de 2019. Comme choses étranges, j'entends par exemple ressentir des chocs électriques assez violents alors que je regardais la télévision comme tous les soirs. Et ça s'est reproduit chaque fois à la même heure pendant entre 10 et 15 minutes et puis ça s'arrêtait. J'ai ressenti également des douleurs très fortes, très violentes au niveau de la tête et également des vibrations dans tout le corps, ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Quand vous avez ressenti ça, quelle a été votre démarche? Je veux dire, vous avez été voir un médecin, vous avez été voir des policiers? Oui, donc suite à ça, j'ai été voir un médecin spécialisé qui a fait des analyses et qui n'a rien trouvé comme quoi j'étais malade d'une quelconque maladie. Je me suis adressé aussi à des policiers puisque j'avais l'impression que c'était comme si des personnes faisaient ça intentionnellement, mais je n'ai jamais pu être entendu par les policiers. Quand vous dites pas entendu, quelles sont les démarches envers les policiers? Moi, je me suis dit que, étant donné que j'avais aussi pu entendre de manière verbale des menaces à mon encontre, j'ai voulu aller déposer plainte et cela m'a été refusé par 3 fois. Bien. Donc, comme je l'avais expliqué dans l'introduction, j'ai moi la sensation qu'il y a vraiment une organisation attachée au basque de ces malheureuses victimes et qui contient en elle des magistrats, des policiers et peut-être, de votre expérience, des médecins et des psychiatres en l'occurrence. Oui, très probablement, puisque comme on ne voulait pas m'entendre à la police, donc j'ai effectué plusieurs enregistrements et en les réécoutant, je me suis aperçu qu'il y avait plus d'une dizaine de personnes qui parlaient entre elles, qui citaient bien mon nom et mon prénom. Et dedans, on parlait de policiers, de magistrats, de commissaires, de juges, de militaires, donc qui étaient tous ensemble pour ce genre d'expérience. Vous parlez d'expérience. Cette expérience, elle est donc locale au départ, puisque c'est chez vous que les attaques se produisent, mais se produisent-elles ailleurs, et si oui, comment? Oui, donc j'ai employé le terme expérience parce que dans un des enregistrements, une des personnes cite le fait expérience de Faraday, puisque suite à des mesures par des électriciens, on a découvert qu'il y avait des ondes électromagnétiques assez importantes dans mon habitation. Mais également, j'ai pris des mesures lorsque je vais chez des amis, chez des parents, lorsque je prends les transports en commun, lorsque je prends l'avion. Je mesure à chaque fois des ondes d'une intensité au-delà de la norme. Donc il y a un aspect universel, malheureusement, à vos problèmes, parce que ça peut se produire ailleurs. Est-ce qu'il y a, en plus de ces attaques électromagnétiques, supposait-elle, enfin ça a l'air de le coller, des agressions d'un autre type, c'est-à-dire ce qu'on appelle
vulgairement, du harcèlement en bande. Oui, j'ai eu ce qu'on pourrait appeler du harcèlement style théâtre de rue, où quand je me trouvais par exemple dans une gare où il y avait beaucoup de monde, il y avait des réflexions comme si les personnes avaient connaissance de ma vie personnelle alors que je ne les ai jamais vues avant, des regards assez agressifs et toutes sortes de choses ainsi. Pour en revenir aux symptômes, puisque je suis médecin, est-ce que vous pourriez décrire ces symptômes, cette agression, sous quelle forme elle se présente? Oui, les symptômes, il y en a différentes sortes. Il y a par exemple des brûlures au niveau du palais qui sont visibles lorsque je ressens ce type d'attaque, on va dire, et puis qui disparaissent après 1 heure lorsque les sensations d'attaque disparaissent. Et il y a également des vibrations dans tout le corps, des chocs électriques, les pulsations cardiaques qui augmentent anormalement à 125 alors que je suis au repos, des douleurs articulaires durant toute la nuit, le fait d'être réveillé subitement et de dormir moins de 4 heures par nuit. Voilà un peu le genre de symptômes que je ressens. C'est ça. Il semble que vous ayez passé des examens dans les cages de Faraday universitaires pour voir un peu ce qu'il en était. Il semble bien que vous émettiez à une certaine fréquence dans cette cage de Faraday. Cette expérience a été retentée dans une autre cage de Faraday. Alors, dans cette cage de Faraday, il a été constaté de manière, là, on va dire, scientifique que vous émettiez, à partir probablement d'une puce qui se trouve dans votre genou, dans la bande des 3G supérieure, la bande réservée aux militaires ou techniques, et que vous émettez des données à la cadence de 5 MHz. Ces données émises semblent bien être destinées à renseigner vos agresseurs sur la réponse aux dommages qu'ils vous causent. Si c'est l'interprétation que j'en fais n'est pas exacte, vous me corrigez. Et quel est, selon vous, est-il possible que vous ayez été pucé à votre insu? Oui, c'est fort possible, puisque dans un de mes enregistrements que j'avais effectué dans mon appartement, j'ai pu entendre que des personnes s'étaient introduites chez moi, m'avaient endormi, et comme ils ont dit qu'ils avaient injecté une puce bien profondément. Donc le terme puce est cité plusieurs fois. Il est évident que cette puce, ils l'ont mise dans une boucle de rétroaction chez vous. D'autres témoignages font état également d'un puçage. Chez vous également, il a été noté à la lumière bleue que vous avez une espèce de matériel sur la peau, sur votre figure, et vous n'êtes pas le seul. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Est-ce que c'est dans le même temps, entre guillemets, opératoire que ces gens ont pratiqué que c'est arrivé chez vous? Peut-être, oui. Donc, je me suis aperçu un jour en utilisant une lampe à UV que tout mon visage était couvert de petits points phosphorescents, alors que je n'ai jamais remarqué ça auparavant. Et même le médecin, donc j'ai été voir un médecin, il m'a dit, voilà, il ne savait pas expliquer ni la provenance, ni ce que c'était exactement. Voilà quand même qui est intéressant. Et pour la puce et pour ce matériel, on a quand même des preuves matérielles qui ne sont pas simplement que votre témoignage. Pour dire également, quand vous êtes agressé en dehors de chez vous, comment ça se présente? Par exemple, quand vous êtes au boulot, quand vous voyagez? Oui, donc que ce soit à la maison ou
mon déplacement, chez des amis ou des connaissances, j'ai exactement les mêmes sensations, donc des douleurs très violentes au niveau de la tête, le fait de me sentir asséché au niveau des mains, du visage, des brûlures à la gorge, au palais, qui ont été vérifiées par un médecin, euh, des envies subites d'aller à la toilette toutes les 15 minutes, même sans boire, sans manger, le fait de ressentir des émotions qui apparaissent comme ça puis qui disparaissent, donc toutes sortes de sensations physiques étranges qui ne m'étaient jamais arrivées avant. On voit les sensations physiques, mais il y a aussi des sensations visiblement psychiques. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, sans aller trop loin, que ces gens-là sont devenus capables de, disons, s'introduire un peu dans vos pensées, ou même beaucoup? Oui, c'est fort possible, puisque je m'aperçois que, par exemple, des passants discutent entre eux et ont des propos de ma vie personnelle, etc., comme si tout ce que je pouvais penser, voir et entendre était enregistré. Quand vous voyagez, par exemple en avion, ça vous arrive aussi? Oui, tout à fait, oui. J'ai exactement les mêmes sensations, que ce soit chez moi ou quand je prends l'avion, c'est même parfois beaucoup plus intense. Quand vous prenez l'avion, ces attaques, elles sont locales dans l'avion avec des gens qui vous auraient suivi, ou elles viendraient de l'extérieur? J'ai eu l'occasion de prendre quelquefois des mesures du champ électromagnétique qui bizarrement suivait une ellipse, comme si ça provenait d'un satellite extérieur. Ce qui impliquerait que ces attaques sont multiples. Elles sont menées par des équipes cohérentes, importantes, disposant de moyens importants également. Vous avez une idée un peu de la structuration de ces équipes? Enfin, je veux dire, probablement au bas de l'échelle, des gens peu reluisants, un peu pègres, et au-dessus. Oui, donc j'ai déjà remarqué que j'étais suivi par des personnes, que ce soit à mon domicile ou même à une centaine de kilomètres, que j'ai retrouvé exactement les mêmes personnes qui m'entouraient. Je trouvais ça très bizarre. Euh, Dans les personnes que j'ai retrouvées dans les enregistrements, on parlait également de personnes d'université, de policiers, de médecins, de psychiatres, qui étaient tous regroupés apparemment dans le cadre d'une expérience. Alors, je voudrais apporter au public qui nous regarde une expérience personnelle. Quand j'ai commencé à m'occuper du sujet, il est très vite apparu que cela dérangeait toute cette jolie petite organisation, puisque, on en parlera avec l'autre témoin, il y a eu des courses-poursuites en voiture, il y a eu des menaces visuelles et encore même des attaques électromagnétiques à mon domicile. Cela donne simplement une teinte au témoignage de Philippe, que d'autres personnes peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu de ce harcèlement. Alors, pour en revenir à votre expérience, pourriez-nous faire une petite journée de Philippe, un peu comme une journée de Ivan Denisovitch dans Solzhenitsyn, en disant voilà ce que c'est ma vie? Oui, donc je commencerai en soirée, donc en allant me coucher, où déjà je commence à ressentir des vibrations dans tout le corps. Donc mes nuits, je n'en passe jamais une en totalité. Je suis réveillé toutes les demi-heures ou toutes les heures, que ce soit par des vibrations très intenses ou des douleurs dans tous les membres. Donc il est très difficile d'avoir un repos. Le matin, forcément, je ne suis pas d'attaque pour commencer la journée. Lorsque je vais à mon travail, je
je ressens également toutes les mêmes sensations de douleurs très intenses au niveau de la tête, du corps, des douleurs au niveau des mains qui m'empêchent de faire mon travail. Et donc cela dure toute la journée depuis maintenant bientôt 4 ans. Et donc il est très difficile de continuer à vivre dans des conditions aussi difficiles. Mais on essaye de trouver la motivation pour espérer avoir une enquête par rapport à ce qui m'arrive. Quel est votre avis sur le but recherché de tout ça? Par rapport à ce que j'ai pu comprendre, il s'agit de collecter des données sur les individus et en même temps pratiquer toutes sortes de tortures pour voir comment ils réagissent, comment ils supportent les tortures, etc. Je vous interromps juste une seconde. Ceci confirme la boucle de rétroaction entre ce que décrit Philippe en termes de victimes et ce qu'il émet à travers sa puce, qui est probablement un des moyens pour l'agresseur de connaître l'efficacité, entre guillemets, de ce qu'il lui impose. Je ne sais pas si c'est votre version. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, comme si tout était enregistré, toutes mes sensations, et comme elles sont enregistrées, on peut aussi agir à différentes parties du corps. En ce qui vous concerne, il y a un but précis. Ce que vous décrivez, c'est un but, on va dire, général de ce genre d'activité. Mais en ce qui vous concerne, quel est le but précis à votre avis? Ce que j'ai pu en retirer des enregistrements, c'était le but premier, c'était de faire en sorte que je me suicide. Donc torturer les personnes et les menacer pour arriver à un suicide de la victime, comme ils l'ont dit. Et comme ce n'est pas arrivé, ce genre de sensation continue de plus en plus fort. Donc vous dites de plus en plus fort, c'est qu'il y a véritablement maintenant une volonté de tuer. Oui, c'est bien ce que je ressens. Donc le fait d'avoir la santé qui se dégrade de plus en plus, que ce soit des problèmes de vue, des problèmes à certains organes, des problèmes au niveau cardiaque. Et donc le but c'est de, comme qui dirait, produire des maladies artificiellement pour faire en sorte qu'on élimine une personne sans qu'il y ait de preuves extérieures. Donc ça correspond bien à ce que je disais dans cette introduction. C'est donc un projet global, c'est un projet d'intervention dans la vie d'un individu, mais pour un projet beaucoup plus large, où on voit bien qu'il y a une volonté soit de tuer, soit d'utiliser des gobelets pour expérience, et peut-être dans un dernier temps, pour ceux qui auront la chance de survivre, d'être sous contrôle mental. Oui, c'est tout à fait ça. Donc on ressent vraiment comme si on était dirigé de l'extérieur. Voilà, je pense qu'on peut peut-être en arrêter là pour cette première interview, et un grand merci. Merci. Bonjour, vous êtes notre témoin numéro 2, également hors champ caméra pour des raisons de protection de votre vie privée qui est déjà très menacée. Est-ce que vous voulez bien nous donner un petit aperçu de où vous habitez, dans quel type de maison, quel est votre environnement? Bon, j'ai aménagé en 2016 à la campagne du côté du Brabant-Wallon, dans une maison 4 façades. Je rêvais d'avoir un grand jardin, c'est ce que j'ai, avec beaucoup de travail. À partir de 2011, j'ai remarqué... Excusez-moi, vous viviez dans une maison, 4 façades, seul. Sans chien, sans chat, chien, non, pas de vous hamster. êtes seul.
C'est important puisque on a entendu dans le témoignage précédent que les victimes isolées sont privilégiées pour ce type d'attaque. Oui, donc je vis seule. Donc maintenant on revient à votre histoire. Les problèmes commencent comment? Est-ce qu'ils ont d'abord commencé par des attaques telles que la victime précédente les a rapportées, ou est-ce qu'il y a eu une phase, disons, de préparation? Donc, à partir de 2011, j'ai commencé à remarquer des anomalies. Il y a eu des dégradations à la maison extérieure. On a arraché des volets, des portes en bois. À plusieurs reprises, on a mis une nouvelle terrasse à l'arrière. On a jeté du ciment. Enfin, il y a eu toutes sortes de dégradations en tout genre. On a pénétré X fois dans la maison sans infraction. Sans rien voler. On a volé, oui. On a même déposé des objets aussi. Donc c'était pas vraiment le but, n'était pas de dérober, c'était de signifier que vous n'étiez pas chez vous, chez vous. Ah oui, mais ça c'est clair, hein. Je ne suis pas du tout chez vous. D'accord. Oui. D'autres types de menaces, par exemple, un peu comme la victime précédente, dans la rue, chez vous, des intimidations? Et à ce moment-là, non, je n'ai pas remarqué. Et c'est à partir de 2020, donc à partir de 2020, j'ai commencé à sentir des fréquences, mais très légères, mais que j'ai interprétées autrement, que je ne comprenais pas. Vous pouvez expliquer un petit peu les symptômes Mais que quand vous j'étais ressentiez? couchée, il y avait comme des espèces de vagues en dessous du corps. C'était très curieux. Et puis, ça devenait de plus en plus intense, hein, les vibrations dans le corps. C'est qu'il y avait aussi, en fin de compte, en 2020, d'un côté, d'un des voisins, venait toujours une très forte pression sur la maison, en fin de compte. En 2020, il y avait de très fortes pressions, certainement pendant 1 an et à une cadence incroyable sur la maison. Expliquez un peu cette impression de pression. Mais on aurait dit qu'on voulait vraiment faire bouger la maison, de la faire déplacer. C'était excessivement fort. Et il y a eu des séquelles, des fissures? Il y a eu des fissures de plus en plus, il y en avait de plus en plus. Il y a eu une explosion d'ailleurs en 2014 qui était très très forte. Il y a une explosion il y a pas longtemps qui était un peu moins fort. Je n'ai pas vu de fissure cette fois-ci parce qu'en moyenne tout a été réparé. Oui. Je suis restée là. Au niveau des dégradations, encore donc, j'avais contacté un ingénieur du sol qui habite Eupen, qui était venu voir. Quand il est venu voir en 2020, il n'y avait pas encore tellement de fissures. J'avais espéré qu'il me trouve un appareil qui puisse mesurer ce que je vivais dans la maison. Bon, je ne l'ai pas reçu, cet appareil. En même temps, à partir de 2020, donc, je sentais ces fréquences dans le corps. Et j'en ai parlé à une amie qui m'a donné un article qui était écrit par Harald Prims, qui habite Berlin, et qui parlait de ces attaques d'armes électromagnétiques. Et je trouvais de quoi il parlait, ça rejoignait ce que je sentais. J'ai rencontré Harald à Berlin, et lui m'a envoyé donc un groupement qui existe à Bruxelles. Ce qui nous a permis de nous rencontrer. Voilà, exact. Et ces attaques sont devenues de plus en plus fortes. Oui. Est-ce que, comme le témoin précédent, vous avez l'impression d'avoir des douleurs, d'avoir des brûlures, d'avoir des maux de tête? Ils ont provoqué des plaies. Donc ils attaquent surtout les jambes. Donc il y a des douleurs aux jambes ou alors aux articulations. Ça veut dire que parfois je me levais le matin. Il y avait tout un côté, le côté droit par exemple, était affaibli. J'avais difficile d'avoir une stabilité, etc. Enfin bon, ça s'est remis en place.
Ils ont provoqué des plaies, certaines plaies ont pris beaucoup de temps à se refermer. Actuellement toujours, si je ne suis pas emballée dans des couches d'aluminium, etc., de feuilles d'aluminium, il y a des plaies qui se préparent, hein, je le vois. Ils ont tiré dans la tête, très fort, très très fort. Mais je ne vis pas cette persécution en dehors de la maison, ça je ne vis pas. C'est ça. Contrairement aux témoins précédents. C'est uniquement à la maison, au jardin, ils me repèrent au jardin, je me couche pour 1 heure au jardin, on me repère et voilà, et les attaques commencent. D'ailleurs, dans la maison, j'ai déménagé d'une place à l'autre, donc j'ai plus ou moins 7 places différentes pour dormir, 7 ou 8 places différentes, et en dedans de 15-20 minutes, ils me trouvent. Donc ils ont une vue magnifique sur ce qui se passe dans la maison. C'est ça. Enfin, votre chance, entre guillemets, c'est de ne pas être attaqué en dehors de votre domicile. Oui, c'est très gentil. On peut leur demander un peu plus en matière de gentillesse, je crois. Je voudrais juste apporter un petit témoignage personnel à propos du témoignage qui vient d'être émis. C'est que nous avons vécu, la témoin et moi, une course-poursuite en voiture jusque dans la banlieue de Charleroi, visiblement de quelqu'un qui voulait savoir où elle se trouvait. Et entre autres, d'autres manifestations d'agression, je peux en témoigner, puisque dans les petites réunions que nous faisons, nous avons eu des individus au comportement un peu bizarre, dont la fonction visiblement était de surveiller les victimes. Ça, je peux en témoigner personnellement. Je peux témoigner également que dans le jardin ici, d'autres que moi peuvent témoigner que une des personnes qui se trouvait là, une dame d'origine allemande, a été attaquée. Elle a d'ailleurs été attaquée avant de venir ici, elle a été attaquée sur le chemin, elle a été attaquée à un lieu de rendez-vous. Il était évident que cette dame allemande, d'un milieu de haute aristocratie, fait l'objet depuis 20 ans d'un harcèlement électromagnétique tout à fait intense. On peut dire qu'il y a des victimes de première qualité comme elle et des victimes moins importantes comme le témoin d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter à ce que je viens d'expliquer? Ils sont rentrés dans le système d'alarme. Ils ont démoli le système d'alarme alors que l'alarme n'était pas branchée. Au fond, c'est eux-mêmes ils ont mis l'alarme en marche. Et il est complètement détraqué, ainsi que les caméras aussi, n'enregistrent plus. De toute façon, chaque fois qu'ils ont visité la maison, ni l'alarme a sonné, ni les caméras ne fonctionnaient. Rien n'a été enregistré. Voilà, qui témoigne encore de la capacité technique de ces gens-là, puisque visiblement ils disposent de méthodes, de moyens pour s'introduire chez les gens, y compris par les moyens de protection habituels. Donc ceci renforce l'idée de groupes très bien organisés et ayant leurs petites entrées dans les officines obscures de nos amis policiers. C'est tout à fait évident. Je pense même qu'ils avaient déclenché l'alarme quand cette dame allemande était chez vous et qu'ils ont téléphoné directement à la police. Donc, ils ont téléphoné. Voilà. Donc, il y a une petite ironie, ces gens savent s'amuser aussi, parce que vos rapports avec les policiers ont été ceux des autres, c'est-à-dire que ça n'a servi à rien, nos témoignages. Vous pouvez expliquer un petit peu ça? Non, par rapport, il n'y a rien à dire. Par rapport à la police, votre témoignage n'a jamais été entendu? Oui, mais enfin, je n'ai jamais, à l'époque, quand j'ai parlé du vandalisme,
Il n'y avait pas encore le problème des fréquences, ou je ne les avais pas encore remarquées, c'est possible. Parce qu'il se peut qu'ils ont vraiment commencé en douce et que je ne l'ai pas senti. C'est pour ça que je vous ai parlé du harcèlement, des intimidations avant, puisqu'il y a toujours cette phase d'intimidation de la victime, de mise à l'écart de la victime, puisque les plaintes ne seront pas enregistrées, et pour certaines victimes, c'est le départ vers la case psychiatrisation, enfin qu'on vous fasse comprendre que c'est même pas la peine de vous plaindre. Donc, vous avez quand même vécu en partie ça. Il semble raisonnable d'imaginer que ces gens, de cobaye à cobaye, aient des visions et des projets différents, puisqu'ici, on a une personne attaquée, toutes les deux attaquées chez elle, mais la première attaquée également partout dans le monde, la deuxième, actuellement, dit que ça n'est pas le cas. Quel est votre avis à vous aussi sur le but que ces gens cherchent? Mais c'est-à-dire, s'ils étaient arrivés de me faire rentrer en psychiatrie, la maison était à eux. Hein. Ils savaient rentrer et sortir comme ils voulaient, puisqu'ils le font encore déjà. Un peu plus. Oui. Encore un peu plus. Hein. Ça, c'est déjà une chose. Comme ils ont vraiment dégradé la maison, un beau jour, il est certain que je quitterai. Et ils auront à très bon marché, quoi, cette maison. Hein. C'est ça. Le but est quand même de vous empêcher de la vendre et de vous coincer, entre guillemets, dans cette maison, puisque en dégradant elle aussi, votre capacité à la revendre et aller ailleurs est diminuée. Tout à fait. C'est très difficile. Donc, c'est aussi, on voit bien là, de nouveau, une petite organisation bien huilée, où on sait comment faire pour isoler la victime de manière définitive et qu'elle ne puisse pas s'échapper de sa cage. Aujourd'hui, vous avez des amis et des amis en Allemagne. Est-ce que vous pourriez donner un petit témoignage de ce que ces victimes en Allemagne, on a parlé de cette aristocrate allemande tout à l'heure, depuis 20 ans elle est agressée, mais je crois que vous pouvez nous parler également de 2 autres victimes. Disons, ce que je voudrais dire encore à cet homme en question, elle passe presque son temps dans les trains. Elle voyage tout le temps pour qu'on ne l'attrape pas. C'est épouvantable. Elle va un peu de gare en gare, où elle est alors accueillie dans un centre, comme dans les grandes gares, il y a des centres presque pour les sans-abri, alors qu'elle a quand même un domicile fixe, mais pour ne pas subir tous ces harcèlements physiques, elle prend les trains. C'est une personne quand même qui a un certain âge et qui a très difficile à marcher puisqu'elle est fort attaquée dans les jambes depuis des années. Alors l'autre qui est nettement plus jeune, actuellement on lui tire excessivement sur les jambes. Elle travaille, elle se lève très très tôt le matin à 4 heures. Il lui faut 2 heures pour se mettre en route parce que pendant la nuit évidemment elle est attaquée. Et elle a de moins en moins de ressources physiques et psychiques aussi. Hein. Elle arrive à bout. Parce qu'on lui met aussi des pensées en tête qu'elle doit se suicider. Hein. Voilà, donc, là, elle est vraiment déjà très prise par des forces extérieures à elle. Hein. C'est ça. Donc c'est un sujet qui n'a pas été abordé, c'est ce qu'on appelle les voix dans la tête. Les voix dans la tête, évidemment, aujourd'hui, peuvent être la vôtre, puisqu'on peut cloner votre voix et vous injecter votre propre voix dans votre tête. Tout ça n'est pas, et j'insiste auprès des spectateurs, ce n'est pas une vue de l'esprit, ces brevets-là datent des années 70. Donc le voice to skull, donc les voix dans la tête, ils peuvent aller vérifier, c'est quelque chose de très connu. Maintenant, le clonage de la voix, c'est plus récent. Il est évident que c'est difficile d'imaginer qu'on ne simplifie pas la tâche de certains psychiatres pour faire le diagnostic de psychose, alors qu'on injecte la propre voix de la victime en elle-même. Et vous avez une autre amie allemande, je pense. Et alors, il y a une troisième
qui vit en couple avec des animaux, chiens. Le chien est mort maintenant, il a été attaqué, mais bon, il avait un certain âge. Et elle est attaquée par des voisins. Et ça a l'air d'être très très fort aussi. Donc d'ailleurs quand ils sont venus, ce groupe d'ailleurs 4 femmes, il y a encore une jeune femme à Berlin qui est aussi fortement attaquée. Là j'ai moins d'écho, elle travaille, elle suit des cours, enfin bon, elle est excessivement courageuse. L'autre qui vit à Berlin. Ici, cette personne qui vit à Stuttgart, ben oui, on la met aussi à genoux. Hein. Et son compagnon aussi. Hein. On s'attaque aussi à son compagnon. Voilà. Toutes les vies réduites presque à zéro. Hein. Absolument. Donc, une fois de plus, par rapport à une petite présentation de départ, on voit bien que ce sont des cas d'école, des cobayes, des tests qui sont réalisés. Ces tests-là n'ont pas vocation, j'insiste une fois de plus, à rester des tests pour ces malheureuses victimes. Ce sont des tests qui nous sont destinés. Et que ceux qui entendent ça aujourd'hui sachent que c'est à eux que cette expérimentation s'adressera un jour, s'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire aujourd'hui, se lever et croire ces victimes. Merci.